À nos frontières, dans les pays voisins, des groupes armés terroristes, radicaux et dangereux, s'approchent de plus en plus du pouvoir. En Algérie, on ne parle pas du tout de ce qui se passe en ce moment depuis le mois de septembre 2025 au Mali. Un groupe terroriste appelé le JNIM, Jama'at al-Nusrat al-Islami wal-Muslimin, conduit et dirigé par une figure Tergui, très connu par l'Algérie, très connu par les services secrets algériens, Iyad Agrali. Il est terroriste parce que le JNIM est affilié à Al-Qaïda. Au départ, il avait une idéologie séparatiste. Par la suite, du séparatisme, il a migré vers le terrorisme. Le JNIM, depuis un mois, fait un blocus sur la capitale de Bamako, la capitale du Mali, Bamako. L'objectif du JNIM est de provoquer des émeutes au sein même de Bamako pour pousser la population à renverser les militaires pour que le JNIM puisse s'emparer du pouvoir et établira ainsi un pouvoir islamiste. Qu'est-ce qui nous garantit que demain, dans l'extrême sud algérien, il y aura les mêmes tendances, les mêmes idéologies et peut-être que demain, le risque majeur pour l'Algérie, c'est qu'il y ait une section algérienne du JNIM avec aussi une volonté de faire cession dans le sud de l'Algérie. Avec les nouvelles tactiques de guerre, l'armée malienne n'est pas en train de perdre dans une guerre conventionnelle. Les groupes armés islamistes sont en train d'utiliser des tactiques de guérilla. Elle peut épuiser toutes les armées régulières. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Mali et au Sahel est extrêmement dangereux pour notre Algérie, qui a été mis à l'écart. Au moment où nous perdons notre temps en Algérie à parler, à polémiquer sur des dysfonctionnements internes que nous aurions pu résoudre et gérer avec une rapidité déconcertante en un temps record, il se passe des choses très très graves dans nos voisinages, à nos frontières, qui risquent, et ces événements bouleversants, ils sont en train de bouleverser les pays voisins, ils vont avoir un impact direct sur notre sécurité nationale et sur notre avenir socio-économique. Les polémiques, Sam Hablaoui, la torture des militants et des opposants pacifiques, pendant que les services de sécurité en Algérie sont en train de traquer les militants, les opposants les plus pacifiques, les mieux éduqués, à emprisonner, à incarcérer, à s'acharner sur la fine fleur de l'élite algérienne. À nos frontières, dans les pays voisins, des groupes armés terroristes, radicaux et dangereux, s'approchent de plus en plus du pouvoir et conquièrent des territoires entiers et risquent dans les mois à venir, voire même dans les semaines à venir, d'instaurer des émirats islamistes et terroristes juste à nos frontières. Par exemple, en Algérie, on ne parle pas du tout de ce qui se passe en ce moment depuis le mois de septembre 2025 au Mali. Le Mali voisin avec lequel nous avons d'exécrables relations, mais en dépit de ces exécrables relations, il n'en demeure pas moins que tout ce qui se passe dans ce pays avec lequel nous partageons plus de 1000 km de frontières, tout ce qui va se passer dans ce pays aura un impact sur l'extrême sud de l'Algérie, donc un impact direct sur nous, sur les populations des wilayas du sud, sur nos intérêts sécuritaires, économiques, diplomatiques et géopolitiques. Depuis le mois de septembre 2025, un groupe terroriste appelé le JNIM, Jama'at al-Nusrat al-Islami wal-Muslimin, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, conduit et dirigé par une figure Tergui, très connu par l'Algérie, très connu par les services secrets algériens et très connu par les autorités algériennes, Iyad Agrali, qui est un personnage très troublant. Il a autant d'ennemis que d'amis au Mali. Certains le classent, enfin, il est terroriste parce que le JNIM est affilié à Al-Qaïda, à la mouvance islamiste internationale Al-Qaïda. Même si, selon plusieurs experts, cette affiliation n'est qu'un label publicitaire parce que le JNIM est très autonome. Iyad Agrali, qui est un Touareg, qui est un Tergui, c'est un chef de guerre. Au départ, il se révoltait, il militait contre les violences de l'armée malienne contre les populations touareg. Au départ, il avait une idéologie séparatiste. Par la suite, du séparatisme, il a migré vers le terrorisme. C'est pour ça que moi, et beaucoup de connaisseurs dans la région, et beaucoup d'experts, beaucoup d'intellectuels africains mettent en garde contre la proximité du régime algérien avec ces supposés groupes séparatistes touareg du nord du Mali. La frontière entre le séparatisme et le terrorisme, elle est très étanche, elle est perméable. Et comme Iyad Agrali, qui était au départ un chef de guerre
défenseur des droits des peuples touaregs, ensuite très convaincu, porteur de l'idée du séparatisme pour créer un État touareg dans la région du nord du Mali. Par la suite, il a sombré dans le terrorisme, dans l'islamisme radical. Et beaucoup affirment que l'islamisme radical a offert à ces séparatistes une façon de se recycler, de se connecter à des réseaux internationaux pour avoir des armes, à une idéologie internationale qui leur donne de la visibilité. Être un séparatiste touareg, les médias internationaux ne leur accorde pas beaucoup de crédibilité, pas beaucoup de crédit et pas beaucoup de prestige à ce combat. Parce que le séparatisme touareg n'est pas connu, n'est pas compris, il est compliqué. Le fonctionnement des tribus touareg lui-même est très complexe, il y a beaucoup de hiérarchie, il y a beaucoup de sensibilité, il y a beaucoup de nuances, il y a beaucoup de fantasmes sur la population touareg et ces fantasmes empêchent de les appréhender correctement. Mais être un chef terroriste islamiste proche d'Al-Qaïda ou proche de l'État islamique de Daesh, etc., ça fait peur, c'est effrayant, ça capte, ça attire les projecteurs des médias internationaux et ça permet à ces séparatistes d'utiliser la religion, l'islam, et donc l'islamisme, pour mobiliser autour d'eux, pour faire de la résistance. Le JNIM, depuis un mois, fait un blocus sur la capitale de Bamako, la capitale du Mali, Bamako, et l'ensemble du sud du Mali, notamment au niveau des frontières du Mali avec la Côte d'Ivoire et le Sénégal. L'objectif de ce groupe, le JNIM, est une tactique machiavélique et d'empêcher, de torpiller et de saboter, et de détruire et de tuer tous les circuits logistiques, tous les opérateurs logistiques, les camionneurs et les transporteurs de camions, notamment de carburant, de produits de première nécessité et de produits agricoles. Par exemple, les matières agricoles de première nécessité, les matières agricoles de première nécessité, ou les matières premières, ou les équipements de production, tout ce qui est nécessaire pour le fonctionnement d'un pays, pour que la population puisse manger et boire, et surtout le carburant, parce que sans carburant, il n'y a pas moyen de transport. Tous les convois qui transportent du carburant et des produits alimentaires depuis la Côte d'Ivoire et le Sénégal vers Bamako, vers le Mali, vers les principales villes du sud du Mali, sont attaqués, brûlés, sabotés, détournés et volés. Depuis le mois de septembre 2025, cette tactique a été mise en avant. Et depuis, il y a des pénuries importantes, le Mali est paralysé, les écoles ne fonctionnent pas correctement, l'État malien n'arrive pas à fonctionner correctement, sans pénurie, l'armée malienne ne peut pas assurer le transport de ses troupes, sans carburant, avec une pénurie de carburant, on ne peut pas assurer le fonctionnement des administrations de la fonction publique, les transports en commun sont paralysés, le commerce transfrontalier comme le commerce national au Mali sont paralysés, sans compter les dégâts humains, les tueries, les assassinats, toute l'insécurité que provoque ce plan diabolique. L'objectif du JNIM est de provoquer des émeutes au sein même de Bamako pour pousser la population à renverser les militaires et leur ouvrir ainsi les portes de la capitale pour que le JNIM puisse s'emparer du pouvoir et établira ainsi un pouvoir islamiste. Même si Iyad Agradi peut-être n'est pas un idéologue islamiste comme Ben Laden, comme les leaders du Daesh, les leaders traditionnels de Daesh et d'Al-Qaïda, il n'en demeure pas moins qu'il a été endoctriné par cette mouvance et que cette mouvance lui réussit bien, il ne va pas s'en séparer s'il arrive à conquérir le pouvoir. La situation est très dangereuse. Pendant ce temps-là, une affaire troublante a éclaté au nord au Mali. On ne sait pas dans quelle région précisément. Les sources rapportent que ça s'est passé au nord du Mali. 3 otages émiratis, 3 ressortissants émiratis ont été pris en otage par le groupe le JNIM, d'Iyad Agradi, par le groupe terroriste le JNIM. Ces otages ont été kidnappés selon nos informations et de cela presque 2 mois. Et l'information a toujours été dissimulée, elle a été effacée, elle a été passée sous silence parce que les Émiratis ont fait un lobbying intense pour que l'information ne filtre jamais, ne sorte jamais, pour que leurs ressortissants ne soient pas menacés ou leur intégrité physique ou leur vie ne soit pas en danger. Un média mauritanien, il en a parlé, je crois qu'au début du mois de septembre, et rapidement les Émiratis ont intervenu auprès des autorités mauritaniennes pour contraindre ce média mauritanien à supprimer cet article, supprimer l'information, à ne plus l'aborder. Pourquoi les Émiratis ont paniqué? Parce qu'en réalité, les ressortissants qui ont été kidnappés, pris en otage par le JNIM, ne sont pas des
des citoyens lambda. Il s'agit, selon plusieurs sources concordantes, d'un haut dignitaire émiraté qui s'appelle Juma'a Ben Maktoum El Maktoum. Juma'a Ben Maktoum El Maktoum, qui est un général émiraté à la retraite, impliqué, qui est un acteur dans le commerce de l'or et qui est membre de la famille royale de Dubaï. D'ailleurs, cette information que nous avons parvenu à obtenir a été confirmée par ailleurs par France 24 et le spécialiste de France 24, Wissem Nasr, spécialiste de la lutte contre des groupes terroristes dans la région et spécialiste de la mouvance islamiste terroriste. Il a confirmé lui-même qu'effectivement, qu'il s'agissait d'un dignitaire émiraté. C'est pas un petit émirati, un citoyen lambda, un homme d'affaires, un commerçant. C'était un général à la retraite et membre de la famille royale de Dubaï. Je répète, je dis son nom, Juma'a Ben Maktoum El Maktoum. Il était accompagné par deux autres émiratis qui ont le papier. Apparemment, ils ont les documents, les passeports émiratis, mais ils ne seraient pas des émiratis de naissance. Le deuxième serait un Iranien. Le troisième serait un Pakistanais. Ils accompagnaient, donc, c'était les accompagnants, ils travaillaient, c'était les collaborateurs de ce général à la retraite émirati. Vous savez, les Émiratis sont très présents au Mali. C'est eux, ils assurent le commerce de l'or. Les exportations d'or du Mali sont orientées majoritairement vers les Émirats. Les Émiratis achètent beaucoup de l'or malien. Le Mali, considéré classé régulièrement par les 4 ou 5 plus importants producteurs d'or en Afrique. Et la revente de l'or malien vers les Émirats ou les exportations de l'or malien vers les Émirats constituent une source de revenus importante en devises pour l'État malien. Donc les Émiratis, d'ailleurs ils sont complices avec les Russes dans la région, ont plusieurs analyses, plusieurs sources très bien renseignées et bien informées, rapportent que les Russes sont payés, les paramilitaires russes de Wagner, les anciens de Wagner ou d'Africa Corps qui interviennent auprès des autorités de l'armée malienne pour les aider à sécuriser leur territoire et à démanteler les groupes terroristes et séparatistes, sont payés par l'or qui est acheté par les Émiratis. Donc les Émiratis appuient l'offensive diplomatique et paramilitaire russe dans la région pour défendre leurs intérêts. L'or est une valeur sûre. Les cours mondiaux de l'or ont explosé ces 3-4 dernières années et c'est un investissement important pour les Émiratis. Donc ce général se baladait au Mali, certainement entre les différentes mines d'or, pour tenter de négocier des opérations d'importation de l'or malien à des prix très onéreux, à des prix avantageux. Onéreux pour les Maliens, mais avantageux pour les Émiratis. C'est à ce moment-là où il a été kidnappé. Son kidnapping avec 2 de ses collaborateurs est passé sous silence. Personne n'en a parlé, comme je vous l'ai dit, sauf un média mauritanien qui a été rappelé à l'ordre rapidement et qui a supprimé son information. Pendant les négociations, pendant ce temps-là, les Émiratis voulaient négocier. Le JNIM, ça n'intéresse pas de les tuer. Pour lui, c'est des Émiratis, c'est un général. Et ils ont exigé des rançons. Ils ont exigé des rançons très élevées. Il faut savoir qu'habituellement, les rançons qui sont payées pour libérer des otages étrangers détenus par des groupes terroristes au nord, dans le Mali, notamment au nord du Mali, c'est entre 5 et 10 millions de dollars, par exemple. Or, pour ce général émirati, les terroristes du JNIM ont exigé 50 millions de dollars. C'est une somme conséquente. Et il a été libéré, selon nos sources, selon nos investigations. Les 3 ressortissants émiratis ont été libérés de cela 3 jours. C'était, je crois, au début de ce mois de novembre, entre le 1er et le 2 novembre dernier. Moyennant donc une rançon très élevée. Avec 50 millions de dollars, vous imaginez, ce groupe terroriste va pouvoir, et selon d'autres sources, France 24 elle-même confirme cette version, qu'il n'y a pas uniquement que l'argent. C'est que les terroristes du JNIM ont demandé une rançon de 50 millions de dollars et 20 millions de dollars de munitions. C'est-à-dire que le JNIM, il a fait un coup magistral. Avec cet argent, il va avoir de l'argent et des armes, ce qui va renforcer son pouvoir et ses capacités offensives et ses capacités d'intervention militaire, et donc ça va augmenter son pouvoir de nuisance. Vous allez me dire en quoi ça concerne l'Algérie. Eh ben, les services secrets algériens ont tenté d'intervenir pour être l'intermédiaire pour obtenir la libération de ces otages émiratis avant même que les Émiratis ne puissent payer une rançon élevée. Parce que l'Algérie, elle est dans la merde, pardonnez-moi l'expression. L'Algérie a toujours criminalisé et lutté et dénoncé le paiement des rançons par les puissances étrangères au profit de ces groupes terroristes, parce que quand leur donne des rançons de plusieurs millions de dollars,
Ça permet à ces groupes terroristes, encore une fois, d'acheter des armes, de recruter des hommes, de se renforcer et donc d'étendre leur pouvoir d'influence et de nuisance. Ce qui est une menace directe pour l'Algérie, parce que l'Algérie, ça ne l'arrange pas d'avoir à côté de ses frontières, ou peut-être dans les semaines, dans les mois à venir, parce que le JNIM maintenant, il a de plus en plus de moyens, et sa politique, sa tactique diabolique d'embargo des carburants, d'embargo sur les carburants et les produits alimentaires qui parviennent à Bamako, ça risque, selon plusieurs experts, on pourrait assister à l'effondrement de l'état du pouvoir du gouvernement malien, de transition malien, conduit par la junte malienne, dans les mois aux semaines à venir. C'est possible. Le scénario de l'effondrement du pouvoir central à Bamako, il est vraiment réel, il est vraiment plausible, ce qui serait une catastrophe, parce que de prime abord, certains Algériens et Algériens vont dire, mais tant pis pour eux, bon débarras, ils ont insulté l'Algérie, on est en crise diplomatique et sécuritaire, on est en crise diplomatique et géopolitique avec eux depuis plus d'une année, ils insultent l'Algérie à la tribune des Nations Unies, oh, sauf que eux, au moins, c'est des militaires, ce ne sont pas des terroristes. S'ils tombent, nous risquons d'avoir à leur place des terroristes islamistes radicaux, avec accès aux mines d'or du Mali, avec maintenant des rançons, en collectant des rançons à des prix très élevés, en devises. Donc ça pourrait les aider à ces terroristes de créer un véritable émirat islamiste terroriste. Ce qui ne correspond pas aux valeurs de l'Algérie, ce qui ne correspond pas aux intérêts de l'Algérie. Parce que les terroristes du JNIM, une fois qu'ils vont conquérir le Mali, qu'est-ce qui va les arrêter d'aller vers le sud de l'Algérie? Ils vont avoir des ambitions. Les mêmes tribus du nord du Mali, on les retrouve dans le sud algérien. C'est avec l'argent des rançons. Ces groupes terroristes peuvent recruter, peuvent charmer, peuvent séduire. Dans le sud, dans l'extrême sud algérien, il y a beaucoup de pauvreté, il y a beaucoup de misère. Quand il y a 10 millions de dollars qui commencent à pleuvoir, ça pourrait susciter une tentation djihadiste terroriste dans le sud algérien. Et là, c'est nous qui sommes notre sécurité nationale qui serait gravement menacée. Donc, les services secrets algériens ont voulu faire l'intermédiaire pour obtenir la libération de ces Émiratis sans qu'il y ait des versements de rançon très élevés. Les Émiratis n'ont pas voulu traiter avec les services secrets algériens, avec les autorités algériennes. Les services secrets émiratis ont mis à l'écart les services secrets algériens pour une raison simple, c'est que l'Algérie et les Émirats, il y a pas une froideur, une hostilité affichée de la part du régime algérien à l'égard des Émiratis. Depuis plus de 2 ans, depuis 2023, il y a de très mauvaises relations. Le régime Tebboune attaque les Émirats, insulte les Émirats, accuse les Émirats de tous les complots du monde, et il utilise tous les noms d'oiseaux pour qualifier les dirigeants émiratis et les autorités émiratis. Du coup, avec les Émirats, c'est le divorce. Le divorce a été consommé. Donc toi, tu divorces avec les Émirats, mais quand leurs ressortissants, quand ils ont un problème au Mali, tu leur demandes de te consulter, ou tu leur proposes ta médiation et tu leur proposes tes services. Ils vont pas les accepter. Après, tu leur dis, je suis prêt à vous aider, je suis prêt à collaborer avec vous. Comment tu vas les aider alors que tu les as insultés, diabolisés, dénigrés, et tu les as poussés à rompre les relations? Les relations diplomatiques entre les Émirats et l'Algérie ne sont pas rompues comme avec le Maroc, mais elles sont gelées. Et à geler, elles sont réduites à leur strict minimum. Donc les Émiratis, ils refusent, ils giflent les Algériens, ils disent que nous, on n'a pas envie de traiter avec vous, on préfère passer directement par d'autres intermédiaires. Qui étaient les autres intermédiaires? Vous savez, le Mali, c'est une mosaïque de groupes armés. Vous avez les groupes terroristes islamistes et vous avez les groupes séparatistes qui veulent l'indépendance du Azawad, qui sont beaucoup moins armés, beaucoup moins forts et beaucoup moins puissants que les groupes terroristes islamistes. Mais ce sont ces séparatistes parce que Iyad Agrali est d'abord un chef Tergui. Et c'est un Tergui originaire de Adrar, qui connaît bien c'est un algéro-malien. Il est originaire d'Adrar, mais il vit constamment en permanence au nord du Mali, qui est intervenu pour négocier avec le JNIM la libération de ces otages émiratis, moyennant une rançon élevée. Donc les Émiratis ont dit, on vous fait pas confiance, vous les Algériens, on n'a pas envie de traiter avec vous. De toute façon, on n'a plus de relation avec vous, on n'est plus des partenaires ni des amis. Donc l'Algérie a été contournée. Et ce sont des intermédiaires liés à des groupes séparatistes qui ont joué le rôle de négociateurs et de médiateurs avec le JNIM. Et c'est ce qui a permis à ce JNIM, à ce groupe terroriste important, de récupérer plus de 50 millions de dollars. Échec, humiliation totale pour l'Algérie que personne ne respecte. Dans cette configuration, on est perdant.
Les terroristes ont pris de l'argent, ils vont donc se renforcer et risquent de nous menacer. Plus aucun acteur de la région ne fait confiance à l'Algérie et ne veut de sa médiation. L'Algérie n'a plus de parole, n'est plus respectée, puisque les Émiratis ont préféré passer par des séparatistes, par des disons-le, des réseaux peut-être même criminels et de contrebande et de trafic en touareg pour négocier avec les terroristes. Et les Émiratis ont payé pour libérer leurs otages, puisque l'Algérie a été incapable de s'interposer pour libérer leurs otages. Donc nous avons été perdants sur tous les plans. On est le grand voisin que personne ne nous respecte. Pourquoi? Parce que grâce à Abdelmadjid Tebboune et à son intelligence énorme et très tactique et très incomprise que personne ne peut comprendre. Abdelmadjid Tebboune est tellement intelligent que personne ne peut comprendre. Abdelmadjid Tebboune s'est brouillé avec tout le monde. Il s'est brouillé avec les militaires maliens. Il s'est brouillé avec les Émirats. Et en se brouillant avec les militaires maliens et les Émirats, qui est un pays très important, et avec le Niger et le Burkina Faso, il n'a aucun ami. Iyad Agrali, qui était proche de l'Algérie, n'a plus besoin de l'Algérie, finalement, pour le protéger, puisque maintenant il est devenu très puissant. L'Algérie elle-même, elle est affaiblie. Elle n'a pas de réseau d'influence, parce que Iyad Agrali, il connaissait les services secrets algériens, et s'était soigné une fois à Tamanrasset. L'Algérie l'avait hébergé il y a de cela 10 ou 15 ans, voire presque 20 ans. Mais aujourd'hui, il n'a plus besoin de l'Algérie. Il n'a même pas besoin de l'Algérie. Iyad Agrali, aujourd'hui, il est en train de conquérir le pouvoir au Mali. Sans l'aide de l'Algérie, il n'a même pas besoin de l'Algérie. Il a bénéficié de réseaux islamistes internationaux, il maîtrise bien le champ malien, il profite des faiblesses de l'armée malienne et des divisions qui règnent au sein de la population malienne, et il prospère. L'Algérie, elle se retrouve aujourd'hui privée de tous ses relais et personne ne veut l'écouter. Celui qui a un problème dans la région, auparavant, il y a de cela 10-15 ans, les services secrets algériens réglaient tous les problèmes avec les groupes armés, les groupes séparatistes et les groupes terroristes, pour maintenir un certain équilibre et une certaine paix et pour empêcher, encore une fois, l'objectif des services secrets algériens et que les groupes terroristes ne s'enrichissent pas avec ce business qui est la prise d'otages, la prise d'otages étrangers ou le kidnapping d'otages étrangers ou de ressortissants étrangers pour que leur pays ne paye pas. Aujourd'hui, on est mis à l'écart, on est hors circuit, on est devenu hors circuit. Personne ne nous donne de la compte. Quand on se brouille avec tout le monde, quand on n'a que des ennemis partout, on n'a plus d'amis. Quand on n'a plus d'amis, personne ne nous écoute et personne ne veut nous tendre l'oreille et personne ne veut collaborer avec nous. Donc quand il y a des problèmes qui éclatent ou quand il y a des problèmes qui surviennent à nos frontières, ce sont des puissances étrangères qui traitent avec des réseaux informels, dont certains sont même liés à des groupes armés dangereux pour régler leurs problèmes à eux. Et demain, c'est Bamako tombe entre les mains du JNIM. Comment ces terroristes islamistes, au départ, certainement, ils vont essayer de ménager l'Algérie, ils vont essayer de la rassurer, mais leur idéologie va se propager dans toute l'Afrique subsaharienne et nos frontières ne vont pas la stopper. Qu'est-ce qui nous garantit que demain, dans l'extrême sud algérien, il y aura les mêmes tendances, les mêmes idéologies, les mêmes envies terroristes, les mêmes fantasmes islamistes idéologiques qui vont se développer? Et peut-être que demain, le risque majeur pour l'Algérie, c'est qu'il y ait une section algérienne du JNIM, avec aussi une volonté de faire cession dans le sud de l'Algérie. C'est vrai que nous avons une armée plus structurée, plus puissante que l'armée malienne, c'est une évidence, mais avec les problèmes économiques que nous connaissons, avec la mauvaise gestion que nous connaissons, avec les nouvelles tactiques de guerre, l'armée malienne n'est pas en train de perdre dans une guerre conventionnelle. Les groupes armés islamistes ou terroristes sont en train d'utiliser des tactiques de guérilla. La guérilla, elle peut durer 3 ans, 4 ans, 5 ans et elle peut épuiser toutes les armées régulières et se battre dans le désert. Nous avons lutté contre le terrorisme dans les maquis du Nord. L'armée algérienne n'a pas d'expérience dans la lutte terroriste, dans la lutte armée, dans les combats au niveau du désert. Sauf que les Touaregs et ces groupes terroristes islamistes recrutent au sein de populations qui maîtrisent le désert, qui connaissent le désert comme leur poche. Les Peuls, les Arabes, Bédouins et nomades, les Touaregs, les Solenké, etc., et d'autres populations du nord du Mali, du nord du Niger, qui connaissent très bien le désert et qui ont des connexions importantes avec les tribus Touareg en Algérie. La lutte, les combats dans le désert n'ont rien à voir avec le combat
dans le nord du pays. Les conditions climatiques ne sont pas les mêmes, les conditions sociologiques ne sont pas les mêmes, les conditions politiques ne sont pas les mêmes. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Mali et au Sahel est extrêmement dangereux pour notre Algérie, qui a été mis à l'écart, qui a été chassée comme la France, qui ne compte plus sur l'échiquier politique de la région. Et ça, c'est très inquiétant, vraiment très inquiétant. Je me permets de tirer la sonnette d'alarme et j'espère que les dirigeants algériens vont m'écouter. Il est urgent de se repositionner très rapidement dans le nord du Mali et je l'ai dit dès le départ, c'était une erreur fatale de se mettre à dos les militaires maliens. Les militaires algériens et les militaires maliens auraient dû faire une union sacrée pour maîtriser, pour sécuriser la région et imposer un nouvel ordre politique et sécuritaire pour neutraliser ces groupes armés terroristes aujourd'hui qui sont aux portes du pouvoir de Bamako et qui risquent demain, j'en suis sûr, leur appétit est insatiable. Demain, ils vont regarder de l'autre côté de la frontière algérienne.